Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant une demi-heure. Nous verrons donc aujourd'hui deux actions principalement avec BNP Paribas et Total qui ont donné leurs résultats. Nous verrons bien sûr également quelques actualités des entreprises. Pour le moment assez restreintes. Tout de même un flow assez important et plutôt négatif sur les actions. Nous verrons ensemble ensuite, les actions plutôt que les indices, hein, étant donné que, je le rappelle, nous sommes en décalé, il est actuellement 15h20, nous ferons les indices après les actions, cela donnera donc le temps au marché américain d'ouvrir et donc nous regarderons au travers de ces indices en fin de Market Live, après les actions du moins, S&P et DAX 30. Et nous regarderons donc deux actions après les actualités des entreprises. BNP Paribas et Total SA qui ont tous deux donné des résultats bien sûr qui sont bien en dessous de ce qu'on a vu l'année dernière ou les années précédentes, mais au-delà du consensus pour BNP, on le verra, Total qui se maintient également, qui ne réduit que peu ses dividendes, nous le verrons donc par la suite justement, comparé à d'autres majors pétrolières, notamment avec Royal Dutch Shell qui a baissé son dividende d'un tiers, en tout cas de deux tiers, pardon, et qui est la première baisse depuis 1940. Donc nous verrons tout cela au travers de ce Market Live durant le live. En tout cas, voilà donc ce que nous verrons. Aujourd'hui, nous allons justement commencer avec l'actualité des entreprises. Aujourd'hui, mardi 5 mai. Commencer par Essilor Luxottica, donc, qui est une société plutôt solide, qui est un des numéros 1, si ce n'est le numéro 1, entre les verres chez Essilor et les montures chez Luxottica, donc notamment Ray-Ban, qui est une marque très connue. Le chiffre d'affaires donc au premier trimestre en baisse de 10%, rien d'étonnant. Le T2 sera difficile, sera dur donc selon le groupe. Toujours est-il en revanche que cette société a des fondamentaux solides, cette fusion qui au début pouvait amener des risques importants semble plutôt bénéfique et donc des synergies importantes qui arrivent justement à point nommé avec ces réductions de coûts de toute façon qui devront être décidées. Des synergies liées à la fusion est plutôt de bon augure dans cette situation et Essilor Luxottica est une société solide et qui a donc une solidité financière également importante. Gaumont qui s'attend à une année encore plus difficile en 2020 que 2018 et 2019 pour rappel donc c'était bien sûr des années déficitaires chez Gaumont et donc une année encore plus difficile. Gaumont qui pourrait être, si justement la tendance se poursuit, qui pourrait être la cible justement d'acquisition hein, pour le streaming vidéo qui est un secteur d'activité qui est en pleine expansion et qui pourrait donner lieu justement à des rapprochements au-delà du Covid, nous en parlions justement, des petits studios plutôt au-delà de Gaumont, les cinémas bien sûr, mais également le producteur. Plutôt des petits studios, mais avec cette crise, cela pourrait accélérer justement cette consolidation, ce rachat de studios, de producteurs, pour essayer justement, on pense à Netflix, à Walt Disney et d'autres sociétés donc qui proposent du streaming ont besoin justement de contenu. Elles vont produire d'un côté, mais de l'autre côté, elles vont s'associer à des studios ou justement en racheter. Et ce Covid justement pourrait amener, alors que Netflix ou ce type de société est plutôt propice pour eux, les studios, les producteurs, et également on pense à Gaumont avec les cinémas, tout cela est plutôt négatif. Et donc une société qui va être encore plus sous pression, qui pourrait être la cible justement, à voir bien sûr si les productions prévues par Gaumont intéresseraient ce type de société, mais on peut penser justement à un rapprochement, et si Gaumont est encore plus bas, pourrait être la cible justement de ce type de société. FCA, donc Fiat Chrysler, ici Fiat qui confirme donc poursuivre le projet de fusion avec Peugeot, bien sûr. FCA et Peugeot qui doivent fusionner à parts égales, malgré une lourde perte au T1. Bien sûr, on comprend hein, le secteur auto qui est sous pression, une baisse qui n'a pas été vue depuis la guerre au Royaume-Uni. Je parle de celui-ci parce qu'on l'a eu ce matin ou hier, et des ventes automobiles qui sont en forte chute. Les ventes automobiles également pourraient, en cas de reprise douce, pourraient souffrir encore plus. Bien sûr, une voiture, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter si on a des craintes sur l'avenir. Donc attention au secteur auto. Malgré tout, nous avons une perspective plutôt haussière sur le secteur auto une fois que
une fois que la crise sera passée, bien sûr parce qu'il y a d'abord à plus long terme toute cette modification de structure, donc avec les voitures électriques, mais il y a également sur le secteur auto les changements d'habitude liés au Covid-19, le fait est que les personnes vont peut-être moins utiliser les transports en commun, le train, l'avion, et donc bien sûr pour aller à Bangkok on ne va pas louer une voiture, mais la location de voitures et l'achat de voitures, notamment par les sociétés, pourrait être un peu plus, en tout cas décuplé du fait justement de cette crainte de se retrouver dans des lieux publics peut-être, ou en tout cas les contraintes importantes d'utiliser les transports en commun pourraient amener les loueurs de voitures, on en parlera juste à la fin, et les vendeurs de voitures donc à profiter justement de cela. Pour les vendeurs peut-être moins, les loueurs en revanche, si pour ceux qui tiennent en tout cas, cela pourrait être plutôt positif. Et Europcar que nous avons ici en Europe, qui est sous pression, qui a besoin d'aide, mais qui a signé des aides donc gouvernementales, pourrait justement résister et pourrait en profiter, pourrait également profiter justement du marché ici avec Hertz qui a des risques, plus que des risques de faillite, qui augmentent de façon importante. On est au courant depuis quelques jours, quelques semaines déjà, le licenciement d'une partie donc d'un quart de ses salariés notamment pourrait se poursuivre, et il y a des risques de faillite avec Hertz a donc demandé conseil à justement des consultants qui sont spécialisés dans ce type de mesures, de manœuvres, et donc cela amène les risques encore plus importants de faillite. Pourrait être positif si Europcar se maintient, justement cet attrait pour la location de voitures pour éviter les transports en commun éventuellement, et justement ce défaut de Hertz ou d'autres pourrait être profitable. Voilà donc pour l'actualité des entreprises, comme je le disais, il est 15h24 actuellement. Nous allons d'abord nous intéresser aux actions. Nous commençons donc, nous regardons deux sociétés du CAC ici, BNP Paribas, donc avec un T1 qui est au-delà du consensus. Attention, il faut quand même préciser que les consensus ont été adaptés avec le Covid-19. On n'est pas sur au-delà du consensus et des perspectives qui avaient été données en 2019. Au niveau du résultat net, on est à 1,3 milliard donc, d'euros, qui selon la direction aurait pu être de 2 milliards. Les analystes, eux, par contre, attendaient seulement 908 millions d'euros. Nous avons 1,3 milliard, donc c'est plutôt positif dans les mauvais résultats. Le PNB, pardon, l'équivalent du chiffre d'affaires pour les banques, moins 2,3%, donc c'est une très bonne résistance par rapport à la crise, par rapport à d'autres sociétés bancaires, on pense à Société Générale bien sûr, à d'autres banques qui ont moins bien résisté, mais ici seulement 2,3% donc de baisse sur le PNB, mais tout de même un résultat net qui lui baisse de 35%. Donc où sont passés ces fonds? C'est bien sûr, comme on l'a vu sur les autres sociétés bancaires, les autres compagnies, en tout cas les autres banques, faisons simple. Sur les autres banques, il y a des provisions bien sûr pour risque. Chez BNP, cela s'élève à une hausse de 502 millions d'euros qui amène des provisions totales pour risque de défaut de clients à 1,4 milliard d'euros. Je vais y arriver. Les 502 millions de provisions sont pour la moitié pour des crédits à la consommation, donc des défauts non pas d'entreprise, mais des défauts de particuliers donc qui ont pris des prêts à la consommation mais qui ne peuvent plus les rembourser. Donc tout de même la moitié qui est prévue pour ce type de risque. L'activité de marché en revanche a déçu, les dérivés actions en baisse, avec une baisse également, les baisses de dividendes, les suppressions de dividendes qui vont très probablement peser sur le secteur equity de la banque BNP. L'assurance également dévalorise 384 millions d'actifs, mais qui est réversible en cas de reprise des marchés. Donc, on verra si les marchés reprennent, mais il est possible que cette dévalorisation, cette dépréciation pourrait augmenter plutôt qu'être réduite avec les risques sur les marchés, les hausses du coût du risque également qui a été soulevée notamment. Il s'attend également à une hausse donc des revenus d'intérêt, mais en revanche des baisses des commissions. Il devrait, pour justement pallier à ces risques importants et à cette baisse du chiffre d'affaires du PNB, il devrait augmenter les réductions de coûts
de frais de gestion, mais également une contrepartie, c'est que les coûts du risque devraient augmenter une nouvelle fois et donc réduire les efforts, mais encore plus creuser justement la réduction du bénéfice et surtout les risques importants, déjà 1,4 milliard d'euros de provisionnés, dont 502 millions d'euros seulement sur le premier trimestre. Le deuxième trimestre pourrait être encore plus difficile et amener à une augmentation des provisions encore plus importante. Sauf nouvelle crise, c'est donc les mots de la direction, sauf nouvelle crise ou nouveau développement dans le coronavirus, le résultat net donc annuel devrait tout de même baisser entre 15 et 20% selon BNP. Donc s'il n'y a pas de choses plus risquées ou en tout cas de nouveaux développements dans le coronavirus, s'il y a par exemple un nouveau confinement qui est décidé. Voilà donc sur BNP, nous allons regarder maintenant l'action. L'action ici en hebdomadaire, nous surveillons donc avec attention avec ce rebond qui a été occasionné sur les 24,50 quasiment, qui a amené à une hausse au-delà des 30 euros. Nous avons eu sur le secteur bancaire, avant les résultats, une hausse importante en l'espace de 2 semaines ici, une hausse de 25% chez BNP. Société Générale a également progressé, Natixis légèrement, même si avec son fonds H2O c'est un peu plus difficile. Ici donc, revenons sur BNP Paribas, il a rebondi BNP Paribas sur cet oblique ici, le support oblique de 2009, le support oblique également de la crise de la dette, donc qui est un support extrêmement important chez BNP Paribas, le plus bas de la crise de 2009 et le plus bas de la crise de la dette en Europe. Et donc on a bien vu ce support oblique qui a bien fonctionné et qui a permis le rebond sur BNP. En revanche, pas de confirmation de cette tendance haussière. Nous avons vu l'échec sous les 61,8 de Fibo et surtout l'échec sous les 30 euros. L'échec sous les 30 euros avec ce double rebond que nous avons observé en 2016, qui était d'ailleurs les plus bas depuis si on revient ici en 2013, et on l'a vu d'ailleurs même en 2013, ce seuil des 30 euros qui a permis le rebond, qui a même permis le rebond auparavant, et donc qui est une résistance extrêmement importante. On voit donc cette rechute qui pourrait amener d'une part ici à un comblement du gap sur les 26,38 en hebdomadaire, nous allons regarder dans un horizon de temps plus court après, à 26,38, comblement du gap ici donc avec cette accélération, voire un retour donc sur ce support important. Une cassure de ce support en clôture serait extrêmement négative au point de vue technique en revanche, parce que je vous l'ai dit, donc les trois si on compte celle-ci bien sûr, les 3 dernières crises, 2009 en tout cas, 2011 la crise de la dette et ici 2020 la crise du coronavirus, qui pour nous n'est pas terminée, mais si c'est le point bas, en tout cas c'est pour le moment, c'est le point bas de cette vague de baisse que nous avons eu sur le coronavirus, et donc ce support est extrêmement important. La cassure du support pourrait amener à une accélération baissière beaucoup plus importante et nous ramener sur des niveaux que nous n'avons pas vus depuis 2012. Nous n'en sommes pas là, mais les deux niveaux que nous surveillons justement, les 26,34 ici, voire un retour donc sur l'oblique, non loin des 25 sur les 24,90. Nous allons observer également ici en 4 heures avec peu de niveaux donc à surveiller, cette résistance bien sûr sur les 31,10 au-delà des 30 que nous avons montré donc en hebdomadaire ici, les 31,10 qui jouent également le rôle de résistance. Nous sommes maintenant sur la moyenne mobile sans période, une hésitation pour le moment, attention à un recul des marchés qui pourrait conduire les banques, en tout cas le BNP Paribas, à revenir et à venir sur les 26,34 donc que nous avons déterminé. Un maintien au-delà, il faudra se maintenir en journalier au moins au-delà des 30 euros et venir dépasser ici ces 31,10 pour espérer justement un retour haussier ici et une tendance haussière. Nous allons également regarder très rapidement, avant de passer à Total, en 1 heure, voilà, on voit tout de même en 1 heure un maintien, une tentative de maintien sur la moyenne mobile 100 et 200 périodes ici, mais tout de même sous les 28 euros, donc attention. Un maintien en revanche à court terme pourrait permettre d'envisager une poursuite de la hausse justement au-delà des 28 et de venir sur les 30, 31, 14. Un retour, attention à court terme, sous ces 27 euros, 26, 34 en ligne de mire, et puis notre oblique que nous avons déterminé donc en hebdomadaire pour terminer, et qui est situé actuellement, je le disais, sur les 24,90. Voilà sur cette première action, nous restons français aujourd'hui et nous regardons Total dans le secteur de l'énergie. Total donc qui a donné des résultats
Des résultats donc plus ou moins, plutôt en tout cas plutôt négatifs, mais des points positifs, en tout cas par rapport aux dividendes notamment, hein, parce que ce sont des sociétés qui donnent des gros dividendes, les, les pétrolières, et la crainte sur Royal Dutch Shell, donc nous ne l'avons pas sur Total. Bien que Royal Dutch Shell est reparti en forte hausse avec la hausse du pétrole, actuellement cette reprise de l'activité, donc qui pourrait amener bien sûr à un retour haussier sur le gasoil, en tout cas sur la gasoline, enfin sur le pétrole, sur l'essence, voilà, pour les voitures notamment, mais attention, hein, les avions ne vont pas redécoller à 100% tout de suite, hein, c'est tout de même une manne importante, des industries sont encore bloquées, enfin en tout cas la demande de pétrole reste quand même tout de même extrêmement baissière. Mais ici nous avons bien sûr un rebond qui est justifié avec le retour à l'activité. Donc ici Total qui profite un peu de ce rebond sur le résultat opérationnel courant, une baisse de 33%, le résultat net une baisse de 35%, le bénéfice net par action une baisse de 36%. Voilà à peu près ce qu'on peut retenir de ces résultats. Le taux d'endettement qui est légèrement en hausse, donc 21% contre 20,7%, donc tout de même une structure financière assez solide, hein, chez Total, qui avait fait d'ailleurs Goldman Sachs ou une banque américaine qui avait, avant la crise bien sûr, mis Total parmi ses top favoris sur le secteur de l'énergie. Des nouvelles mesures d'économie également vont être décidées chez Total bien sûr, donc qui pourraient passer par des réductions administratives, mais également par des licenciements, en tout cas par des départs, par une réduction de la masse salariale, comme on le voit régulièrement, hein, des réductions de coûts. Il faut régulièrement sous-entendre des licenciements, ou en tout cas une réduction de la masse salariale qui passe par des départs choisis en tout cas par les salariés. Ici donc les nouvelles mesures d'économie, pour le moment pas de détails, nous n'avons pas eu de détails à part justement 1 milliard, donc 2 milliards de coûts de réduction de coûts. Donc cela s'ajoute bien sûr à celle qui avait été décidée en février. Donc je ne dis pas détail, nous avons seulement 1 milliard sur les coûts opérationnels et 1 milliard sur le coût de l'énergie, mais nous ne savons pas justement entre les coûts administratifs ou peut-être une réduction de la masse salariale ou autre ici, mais tout de même 1 milliard sur le coût opérationnel pourrait amener justement à ce type de mesures en tout cas, et 1 milliard sur le coût de l'énergie justement pour essayer de réduire le prix du baril ou le coût du baril. Les dividendes, j'en parlais justement, c'est ce qui est plutôt positif du côté de Total. 0,66 donc qui sera versé au titre du premier trimestre, contre 0,68 sur T3 et T4. Donc cela fait tout de même un dividende assez intéressant. On va regarder par la suite l'action. On peut d'ailleurs aller sur le graphique immédiatement. Total donc qui est environ des 30 € actuellement, a bien progressé. Hop, voilà, Total 8,88 hein, bien sûr, avec ses résultats à moins 35% du résultat net. Mais bien sûr le dividende et la hausse du pétrole est plutôt positive, et nous avons donc un retour de 9% pardon, sur Total. Donc ici simplement, donc je disais, nous sommes proches des 30 €. Nous sommes même allés, voilà, au plus bas, nous sommes allés tout de même sous les 22 €. Ici, un dividende de 0,66 centimes par trimestre. 6 x 4, 24. Nous sommes tout de même à 2,64 $, donc de dividende. Si on reste sur les 0,66, nous sommes à plus de 10% de dividendes si on reprend ce niveau. Donc bien sûr, à ce moment-là, on ne savait pas forcément que c'était un point bas, et on ne savait pas ce que les dividendes allaient donner. Mais ce type de manœuvre, justement, de trouver des sociétés comme les sociétés énergétiques qui donnent des dividendes assez élevés avec des coûts d'achat assez bas, cela est plutôt avantageux, et on le voit. Donc un achat qui aurait été effectué, en tout cas ici, sous les 24, sous les 25, donnerait actuellement, sur le trimestriel bien sûr, hein, attention, un dividende de 10%. Donc en revanche, sur le dividende, qu'est-ce qui se passe? Pour éviter de réduire la liquidité du groupe et donc avoir une marge de manœuvre la plus importante, Total va proposer à l'AG, l'Assemblée Générale, de verser des dividendes en actions, en tout cas d'avoir des options sur actions, en tout cas de pouvoir être versé en dividende en actions Total, ce qui est plutôt positif, ce qui est plutôt avantageux également, étant donné le prix de Total. Si vous avez un dividende,
Si vous avez une perspective plutôt haussière sur Total, aujourd'hui on vous donne 60 centimes, ou on vous donne l'équivalent en actions qui vaudra peut-être plus dans quelques années. Donc voilà, après vous pouvez investir votre dividende dans les actions Total, hein, bien sûr. Il y a les frais d'ordre, bien sûr, mais il y a d'autres inconvénients. En tout cas, ici, nous avons donc cette proposition qui pourrait être plutôt positive. En revanche, cela pourrait amener à des dilutions, bien sûr, parce que des personnes possèdent un capital important et donc auront une part du capital plus importante. En revanche, il n'y aura pas de problème de dilution car Total donc rappelle qu'il a racheté 550 millions d'actions en début d'année et donc vraisemblablement ne les a pas détruites et donc pourra éviter ce problème de dilution. En tout cas, c'est une solution plutôt positive qu'on voit ici chez Total. D'abord un maintien ou presque du dividende, un dividende qui reste stable et cette proposition justement de verser le dividende en actions pour éviter de réduire la liquidité tout de même. Donc ce qui montre que Total donc réfléchit à une stratégie la meilleure possible, voit des risques bien entendu parce qu'il souhaite garder sa liquidité, il n'augmente pas le dividende, mais essaye tout de même de proposer donc des solutions plutôt avantageuses et solides à ses actionnaires. Nous voyons donc la hausse du pétrole et des résultats qui sont négatifs, mais du positif tout de même au niveau de Total. Ici, d'ailleurs, le cours du pétrole qui était en hausse en tout cas, nous étions à 22 $, nous sommes maintenant sur les 24 $, une explosion du pétrole, voilà, sur fond de reprise du travail, mais sans réelle augmentation de la demande de pétrole. C'est bien sûr une perspective. Attention en revanche s'il y a d'autres confinements en tout cas, mais surtout nous avons toujours un problème de stock, bien sûr. Ce ne sont pas les voitures qui vont manger tout le stock qui est sur le pétrole. C'était simplement un aparté, mais cela profite également à Total, qui est en hausse de près de 10% actuellement. Nous verrons, voilà, donc pardon, sur Total, voilà à peu près. Il y a également bien sûr la baisse des salaires des dirigeants sur 2019 et 2020, ce qui amène, en tout cas pour certains dirigeants, qui amène un peu de liquidité, donc entre les dividendes et cela, un peu de rétention de liquidité au niveau de Total, qui voit donc des risques importants, mais qui se tient de façon plutôt solide. 10% actuellement, nous sommes donc sur l'actualité, nous sommes sur l'évolution graphique de Total qui est revenu au-delà des différents niveaux donc, que nous avons déterminés. Ici, nous allons regarder donc le Fibonacci. Alors, le Fibonacci qui est décalé, nous allons revoir cela. Ici donc sur la baisse récente et sur 2015, en tout cas cette baisse que nous avions eue avec le point haut, voilà, le point haut de 2015 et puis la baisse importante qui était donc qui était le plus bas avant justement ce retour baissier sur l'action Total. Nous sommes en hebdomadaire ici, les Fibonacci donc qui semblent jouer leur rôle en tout cas sur les 30 €, 30,84 €. Nous avons un support important qui est plutôt amené par la hausse du pétrole, une hausse ici qui pourrait nous amener à venir tester les 35 €, le seuil des 35 € entre les Fibo ici, qui est ce plus haut que nous avions atteint le 6 avril, donc après le comblement du gap, un retour baissier, ou en tout cas une hésitation, et pas de dépassement du seuil des 35 €, qui est notre objectif, donc au-delà des 32,66 que nous avons vu sur Fibonacci. Également ici, un maintien au-delà des 28,50, au-delà des 30 €, au-delà de la moyenne mobile 100, et donc nous pouvons venir tester ici la moyenne mobile 200, qui pourrait donc se situer sur les 35. Nous sommes à 35,50 avec une baisse attendue sur le prochain, donc aux alentours des 35,10 sur la moyenne mobile, 200 périodes, et également ici nous sommes en 4 heures. Voilà donc pour ce Market Live, en tout cas pour les actions. Nous allons terminer, je le disais, donc avec les indices que nous allons regarder, le S&P 500, le DAX 30, le S&P 500 donc qui est en hausse actuellement. Voilà. Hier, nous avons eu la production industrielle, en tout cas les commandes à l'industrie hier en baisse de 10% aux États-Unis, ce qui n'a pas amené de baisse importante. Toujours une solidité des marchés, toujours une communication positive de l'administration américaine, du Trésor également, en parlant de baisse d'impôts, en parlant de nouveaux soutiens à l'économie.
Et puis bien sûr la reprise du travail, en tout cas la date de reprise du travail qui est maintenant passée. En tout cas nous allons reprendre l'économie et donc les marchés voient toujours une hausse extrêmement importante. Pourquoi pas un retour sur de nouveaux plus hauts historiques avant la fin de l'année. Attention tout de même, hein, nous sommes donc ici toujours sur une hausse, nous attendons toujours un retour baissier, un retour à la réalité. Il y a un nouveau test de cette moyenne mobile sans période qui a mis en échec à plusieurs reprises la progression et donc nous regarderons sur le S&P 500, c'est 2885. Nous pouvons envisager un test ici de la moyenne mobile, un dépassement vers les 2900, un dépassement en clôture nous amènerait très probablement sur les 3000 points ici après cet échec donc que nous allons voir justement en journalier. C'est donc la résistance majeure ici, comme nous le disions, le comblement du gap ici, les 38,2 de Fibo, la moyenne mobile sans période, l'oblique, non pas l'oblique parce que je viens de le tracer, mais le seuil des $3000, des 3000 points, a amené justement à cette baisse importante. Et nous voyons donc un retour haussier, un retour sur cette oblique que nous avions tracé ici au début de la baisse, qui a amené donc ici à être dépassé une nouvelle fois et un retour haussier. Le seuil ici, donc les 2889 que nous avons vu également en hebdomadaire, le dépassement et nous devrions tester les 3000. Un échec en revanche, retour baissier, probable nouveau test de ce support ici, mais nous attendons toujours un retour sur les 2722. Nous finissons avec le DAX 30 de la même façon qui est en hausse, mais on voit donc les indices américains qui sont bien plus boostés à la liquidité que les indices européens, et donc voilà une progression qui est moins importante, pas de comblement du gap, mais pour autant voilà un échec à se maintenir au-delà des 11 000, un échec à se maintenir au-delà des 10 800, et donc tout de même un risque baissier. Nous sommes en journalier sous les 10 500, le retour donc l'objectif sur les 10 150, 10 200, c'est 10 200 bien sûr qui est notre niveau que nous surveillons avec attention, le plus bas ici de décembre 2018. Nous sommes au-delà maintenant de ce plus bas qui avait été occasionné plutôt sur des craintes d'un ralentissement économique parce qu'il y a une guerre commerciale. Nous sommes descendus ici. Nous sommes maintenant au-delà alors que nous sommes en récession et que nous ne savons pas au travers des entreprises. Si on compare les perspectives des entreprises ici et ici, il y a quand même une grande différence et donc la hausse ici, ou en tout cas le maintien au-delà de ces 10 200, pour nous, n'est pas justifié. En tout cas, ici, nous surveillerons en cas de poursuite du rebond, avec cette hausse du pétrole, notamment et cette reprise du travail, le maintien, le dépassement ou non des 10 800, qui est la résistance. Un nouvel échec, ou un échec et un retour sous les 10 500, nous attendons un retour sur les 10 200, 10 150 points. Voilà, pour terminer une dernière fois, les ventes au détail donc, de la zone euro qui seront publiées demain, attendues toujours à moins 10,5%. Contre un précédent à 0,9, et ici les États-Unis, les créations d'emplois non agricoles de l'ADP, nous attendons 20,05 contre 27. Nous attendons 20 millions contre 27 000. Ici, c'est donc les créations d'emplois non agricoles de l'ADP, avant l'officiel qui sera donc donné en fin de semaine. Et donc, nous devrions avoir une baisse, bien sûr, de plus de 20 millions, même en officiel. Donc, bien sûr, nous nous y attendons, mais tout de même, ce n'est pas les inscriptions au chômage, ce sont les destructions d'emplois ici. Et cela est extrêmement regardé par les marchés, non pas l'ADP qui sera publié demain, mais l'officiel qui sera publié vendredi. Nous surveillerons Donald Trump qui pourrait nous annoncer quelque chose pour essayer de ne pas penser à ce type de perspectives, de statistiques économiques. En tout cas, il parlait des baisses d'impôts, peut-être que le sujet va revenir, ou peut-être de nouvelles mesures du Congrès, mais je pense qu'une baisse d'impôts pourrait être plus marquante sur le marché parce que pour le moment, nous n'en avons pas eu. Nous avons eu des milliers de milliards venant de la Fed, des milliers de milliards venant du Congrès, mais pas de baisse d'impôts directe des ménages, donc qui était également la stratégie de Donald Trump après la Chine, après le conflit commercial, c'était de baisser les impôts pour les classes moyennes, bien sûr. Il ne faut pas le faire en même temps que les entreprises ou les personnes plus aisées au début du mandat, c'est plutôt donc en fin de mandat pour probablement flatter l'électorat avant la réélection. Tout ça, ce sont bien sûr des hypothèses, mais en tout cas c'était réel de voir Donald Trump donc vendre, essayer de faire passer une nouvelle baisse d'impôts avant la crise du coronavirus, et que cette baisse d'impôts passe avant l'élection américaine, bien entendu.
étant donné que le budget américain est tout à fait équilibré, tout à fait positif, une baisse d'impôts sera la bienvenue. En tout cas, nous regarderons les créations d'emplois de l'ADP demain et celles officielles qui seront publiées vendredi, et nous écouterons Donald Trump vendredi, très probablement. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas à continuer de nous suivre sur IG. Bientôt un retour au live pour moi. Vous suivrez tout de même Alexandre Bardès demain à 11h. On se retrouve également en différé une nouvelle fois demain pour les matières premières et toujours les Twitter à suivre et IG France en tout cas avec des articles mis et des idées de trading mis tous les jours sur le site internet. Merci à tous et très bonne journée.